Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. Après le scandale du trafic des êtres humains sur la route de l'immigration clandestine en Libye, la jeunesse africaine a lancé un cri de détresse lors du 5e sommet Union africaine-Union européenne qui s'est tenu en Côte d'Ivoire, désespérée par le chômage, le sous-emploi, la pauvreté et l'absence de perspectives dans leurs pays respectifs. Cette jeunesse africaine tente chaque jour d'immigrer clandestinement vers l'Europe. Pourtant, l'Afrique est présentée comme un continent d'avenir avec un énorme potentiel économique. Quelles sont les causes profondes de ce désespoir qui hante les jeunes Africains? Les politiques publiques destinées à la jeunesse ont-elles échoué en Afrique subsaharienne? Comment le leadership et l'entrepreneuriat jeune peuvent-ils façonner une nouvelle Afrique? Pour décrypter et analyser ces enjeux, je reçois sur ce plateau l'une des personnalités les plus influentes sur le continent africain en matière d'économie numérique et d'entrepreneuriat, Rebecca Enonchong. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également directrice et fondatrice d'une société spécialisée dans la gestion, dans les logiciels de gestion d'entreprise, présente dans près de 30 pays. Vous avez créé des incubateurs pour des startups africaines. Vous êtes présidente d'un conseil d'administration d'un réseau panafricain de plus de 50 centres d'innovation technologique présents dans 20 pays africains. C'est dire que vous sillonnez le continent africain chaque jour, vous discutez avec ces jeunes au quotidien. Quelles sont les causes de cette immigration clandestine qui prend de l'ampleur avec cette traite des êtres humains en Libye? Évidemment, nous on a tous été choqués par les images, mais on comprend pourquoi ces jeunes ont envie de partir, parce que dans leur pays respectif, on a l'impression que la jeunesse elle est broyée, on ne l'écoute pas, elle n'est pas respectée. Et je pense que c'est ça la clé, c'est le respect de cette jeunesse. Oui, on n'a pas toutes les réponses, c'est-à-dire que les jeunes n'ont pas toutes les réponses à toutes les questions, mais l'échec n'est pas permis. Donc, on ne prend pas de risques, on ne peut pas innover, on ne peut pas avancer. Et oui, parce que si la première fois qu'on se trompe, ça y est, les jeunes, ils sont incapables. Et donc, je pense que ce respect, il est clé, c'est la clé. Justement, dans quel environnement, quelle est votre analyse de l'environnement dans lequel ces jeunes Africains évoluent dans leur pays respectif? Y a-t-il des dénominateurs communs, des obstacles que vous avez identifiés? Oui, je pense que la première chose, c'est le manque d'espoir. Ils n'ont pas d'espoir. Ils ont l'impression que la mort, le risque de la mort vaut mieux qu'une vie, sans avenir. Et ça, c'est assez particulier. Ils veulent tous partir. Ils veulent tous quitter leur pays. Et ils vont trouver une opportunité ou une autre, quelles que soient les conditions, ils veulent tous partir. Rares sont ceux qui veulent rester. Et ceux qui veulent rester, c'est un combat quotidien. C'est un vrai combat de vouloir rester, surtout ceux qui ont beaucoup de talent et qui peuvent partir facilement, qui n'ont pas besoin de passer par ces réseaux-là, qui peuvent réellement immigrer dans d'autres pays par leur talent, par leur connaissance, par leur expérience, mais qui choisissent de rester. Ceux-là, c'est généralisé, c'est un combat. On a l'impression que le pays est contre nous. Que les dirigeants sont contre la jeunesse. Justement, pourtant, il existe des politiques publiques destinées à la jeunesse. Lorsqu'on parcourt les différentes stratégies gouvernementales sur le continent africain, il y a des politiques d'emploi qui sont mises en place. Il y a le système éducatif qui tente de s'améliorer en Afrique. Pourquoi ces différents aspects ne réussissent pas à contribuer à l'épanouissement des jeunes? Je pense qu'il y a un discours et il y a la réalité. Et le fossé entre les deux, il est énorme. Les dirigeants passent très peu de temps avec les jeunes pour parler avec eux, pour les comprendre et ensuite développer des solutions. Ce qui se passe, c'est qu'ils vont s'asseoir à Washington ou à Berlin
les dirigeants, et ils vont trouver des solutions et on va venir les imposer, les appliquer, oui, mais les imposer sur une jeunesse, et ces solutions ne sont pas appropriées. Et donc c'est ce manque, c'est pour ça que je parle de respect, parce que quand on respecte un être humain, quel que soit l'âge de cet être humain, on l'écoute et on découvre que la solution, peut-être le programme qu'on a développé, peut-être de bonne foi, ne correspond pas du tout à ses besoins et ne va pas résoudre le problème. Justement, l'Afrique qui compte 60% de la population africaine est à moins de 25 ans selon les derniers chiffres. L'Afrique présentée comme un continent de prospérité et d'avenir, et l'on observe que cette jeunesse africaine est prête à tout pour quitter ce continent dont on dit prospère, dont on vante le potentiel économique. Comment expliquez-vous ce contraste? Écoutez, je peux donner l'exemple du numérique parce que c'est un peu le créneau dans lequel j'évolue le plus. Et on parle là d'une élite parce que c'est des jeunes qui ont reçu une éducation, qui ont des talents, qui ont réellement un avenir. Et même parmi ceux-là, ils veulent partir. Toute opportunité pour partir. Et on va perdre toute une génération qui a la possibilité, donc c'est les leaders de demain qui veulent quitter le continent. Et c'est ça qui va faire le plus mal. C'est-à-dire que, en plus des jeunes qui eux, ne voient pas d'opportunité dans leur pays et ne voient même pas d'opportunité ailleurs, mais ils se disent que si c'est ailleurs, ça sera meilleur. Mais ces personnes qui pourraient prendre charge de ce pays. Donc parce que à côté de cette immigration clandestine, il y a une fuite importante des cerveaux africains vers l'Occident, vers les puissances industrialisées. Ah oui, absolument. On le constate. Quand on regarde les entreprises, même dans le numérique, Facebook, le talent, il y a des Nigérians qui ont un talent incroyable. Dans la Silicon Valley, il y a beaucoup d'Africains qui travaillent, qui fonctionnent et qui vont rester là-bas. Ils n'ont aucun intérêt à rentrer. Dans tous les domaines, on voit des Africains qui évoluent, qui font des choses incroyables, mais qui, dans leur propre pays, non seulement ils ne sont pas reconnus, mais c'est pas ça qui est important, mais ils ne peuvent pas évoluer. Ils ne peuvent pas évoluer. Et donc les deux sont importants parce que les jeunes qui seraient capables de reprendre les rênes demain, de diriger ce pays demain, ils partent. Et c'est ces jeunes-là qui comprennent la jeunesse d'aujourd'hui, qui comprennent les besoins et qui comprennent ce qu'il faut qu'on fasse pour améliorer le système, pour que tous les jeunes, tous les Africains puissent rester chez eux et construire leur continent. Justement, vous prêchez l'évangile de l'entrepreneuriat et de l'économie numérique sur le continent africain. Quel est l'état des lieux de cet entrepreneuriat jeune en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne et dans les pays que vous avez visités? Disons que je suis très optimiste. Vous allez savoir que, en fait, tous les entrepreneurs, en général, on est tous positifs. On a tous beaucoup d'espoir et on est toujours optimistes parce qu'on sait que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un esprit, c'est un état d'esprit, et cet état d'esprit, je le vois à travers le continent. Même dans toutes les difficultés que les entrepreneurs vivent au quotidien, ils ont toujours c'est ça en fait, c'est ça qui fait l'entrepreneur. C'est cette idée que on va pouvoir construire notre pays, on va pouvoir construire notre continent. Dans le numérique, je vais dire que moi j'ai commencé à militer, disons, pour cette économie numérique et ce qu'elle pouvait apporter pour le développement du continent il y a 15 ans déjà, plus 17 ans. Et je vois d'énormes progrès. C'est-à-dire que ce que le mobile a apporté, ce que l'Internet a apporté, et l'emploi qui a été créé à travers le numérique, mais en même temps, il y a un constat qu'on a fait cette année, c'est qu'on se rend compte que, par exemple, les investissements, l'argent qui est investi dans ce domaine, dans les entrepreneurs numériques, on constate que beaucoup d'entre eux ne sont pas africains. Donc c'est des étrangers qui viennent en Afrique
et qui sont financés, on finance leur projet à l'auteur de plusieurs millions de dollars. À côté, il y a l'entrepreneur qui est local, qui n'aura pas ce soutien. Et donc, il y a ce phénomène, et il faut que ça évolue, il faut que cet aspect-là, il faut qu'il change. Le Cameroun est un peu différent. Je pense qu'au Cameroun, d'ailleurs, on est plus indépendant. On n'a pas ce phénomène, n'est pas aussi présent. Mais certainement, dans d'autres pays, c'est un phénomène. Alors, vous posez la question du financement de l'entrepreneuriat jeune sur le continent africain. La question est revenue lors de ce 5e sommet Union africaine-Union européenne, sommet au cours duquel des entrepreneurs ont été invités, mais ils ont été peu visibles durant les 2 jours de travaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, c'est le vrai symbole du problème que nous avons en Afrique. C'est que les dirigeants vont faire un discours. Le thème même du sommet, c'était la jeunesse. Mais la jeunesse, elle était exclue. Pas seulement pas présente, mais elle était exclue. C'est-à-dire, il y avait, par exemple, ils avaient été invités, et d'autres au sommet, c'est pas le premier sommet, mais ils avaient été invités pour participer sur des plateformes, dans des discussions. Et à la fin, parce que, il y avait plein de présidents africains, il y avait beaucoup trop de dirigeants africains, ils ont éliminé ces discussions. Et donc, ils n'ont pas pu participer, ils n'ont pas pu parler. Les sessions, par exemple, sur les startups. Donc les startups qui sont venus, qui ont laissé leurs entreprises, qui se sont déplacés pour venir présenter leurs projets, ont présenté devant des salles vides parce qu'ils avaient programmé, d'autres activités en même temps. Et donc ils parlaient à qui? C'était pour amuser la galerie. Et c'est pour ça que je parle de respect. On a eu le même phénomène ici à Yaoundé. On a eu, il y a quelques mois, toute une conférence sur l'économie numérique. Où était l'économie numérique à la conférence? Ils étaient à l'extérieur du bâtiment, pendant que des personnes qui venaient de pays différents, qui n'avaient aucune idée quels sont les éléments de notre économie numérique ici au Cameroun, qui faisaient des grands discours, des grandes discussions. En clair, il n'y a pas de visibilité pour ces entrepreneurs. C'est le respect. C'est-à-dire qu'un entrepreneur dans le numérique, un entrepreneur dans l'agriculture, un jeune entrepreneur, c'est un homme d'affaires, une femme d'affaires. Et c'est un acteur économique, il faut le respecter en tant que tel. Ce n'est pas un jeune étudiant qu'on prend, qui est en congé, qui a un petit projet à côté, et donc son projet qui peut se permettre de partir une semaine en balade. Non, ils ont des employés, ils ont des projets. Et donc on ne peut pas tout simplement prendre le téléphone et dire ah oui, on a besoin d'entrepreneurs, on a besoin. Et je donne un exemple concret. Souvent, on nous appelle 2 jours avant un événement, on dit ah oui, est-ce que vous pouvez nous envoyer des entrepreneurs? Des start-up, comme si, on allait demander à un Orange ou un MTN de se déplacer, parce que oui, dans 2 jours, on a besoin de personnes pour montrer qu'on s'intéresse à l'économie numérique et aux start-up. Mais c'est vide, ce sont des discussions vides. Les commissions, les conférences, les discours, c'est fatigant. Et les jeunes ont besoin de plus que ça, on a besoin de concret. Justement, de quoi est-ce que ces jeunes entrepreneurs ont besoin pour se développer sur le continent? Quel environnement recherchent-ils concrètement pour développer leur activité? Je pense que la première chose, c'est, comme je disais, le respect. C'est-à-dire que ce sont des chefs d'entreprise, comme tout autre chef d'entreprise. Et donc, si l'environnement économique dans un pays ou l'environnement des affaires n'est pas positif, ça va affecter les jeunes entrepreneurs encore plus que ceux qui ont des années et qui ont compris comment circuler dans ce système. C'est ça la difficulté. C'est que on a dans beaucoup de pays africains cette difficulté dans l'environnement des affaires. Et donc, tant que l'environnement des affaires n'est pas positif pour tout le monde, c'est les entrepreneurs les plus jeunes qui vont en subir et en souffrir le plus. C'était simple.
ouvrir une entreprise. Aujourd'hui, surtout dans les pays francophones, on nous parle de notaire. Il faut passer par un notaire. Il faut payer ce notaire. Tandis que dans les pays anglo-saxons ou aux États-Unis, on va en ligne, on remplit un formulaire en ligne, on paye en ligne et on a notre entreprise en 5 minutes. Il faut préciser qu'au Cameroun, il y a eu une réforme qui permet à présent de contourner la voie du notaire pour créer son entreprise directement à travers le centre de formalité et de création des entreprises, mais cela reste insuffisant dans les différentes étapes pour faire vivre une structure jeune, une start-up. Quels sont les autres obstacles? Je donne un autre exemple d'un obstacle qui est réel. C'est-à-dire que pour avoir un numéro de contribuable, par exemple, okay, pour être en règle avec la fiscalité, il faut un plan de localisation. Et pour avoir ce plan de localisation, il faut un contrat de bail. Et donc, on va demander à un jeune entrepreneur qui est en train de démarrer son entreprise d'abord d'aller payer un local, et il va être obligé de payer, ou elle sera obligée de payer 1 an de loyer d'avance. Ensuite, il faut enregistrer ce contrat, parce que si le contrat n'est pas enregistré, il n'a pas de valeur. Et donc, il faut payer les frais d'enregistrement pour cette année. Mais vous ne pouvez pas imaginer, ça n'existe dans aucun autre contexte. Donc, je veux dire que c'est ce genre d'exemple de contraintes et de dépenses et de formalisme qui est... Je ne comprends même pas l'intérêt de ça. Je ne comprends même pas l'intérêt. Si vous voulez que les gens enregistrent des contrats, allez-y, donnez un numéro, qu'ils enregistrent en ligne pour dire qu'il y a un contrat. Mais ne leur demandez pas de payer 10% de la valeur d'un contrat alors qu'ils sont en train de démarrer. Il fallait d'abord payer ce loyer. Et les entrepreneurs qui commencent de chez eux, ils vont trouver quel contrat de bail? Mais c'est ça dans le numérique. On peut commencer de sa maison, d'un café, d'un incubateur comme le nôtre, où il n'y a pas de loyer à payer. C'est gratuit. Mais il faut, parce que la fiscalité le demande, il faut ces documents dont on n'a pas besoin en réalité, mais qui, sinon, on n'est pas une vraie entreprise. Donc, il y a un certain nombre d'éléments comme ça pour simplifier les choses, faciliter les choses. Ce n'est pas seulement faire baisser par exemple, la patente, l'exonération. Pendant voilà, 2 ans, justement. Voilà, c'est pas pour vous, c'est insuffisant. Mais oui, parce que d'abord, dans les 2 premières années, on ne gagne pas d'argent. C'est des investissements énormes. Donc, c'est pas, mais il y a d'autres taxes qui sont fixes comme l'enregistrement de contrats et de loyer. Imaginez que vous avez un contrat, vous dénichez un contrat avec ne parlons même pas de l'État, mais parlons par exemple avec une autre entreprise qui vous demande d'enregistrer ce contrat. Vous n'êtes pas payé, vous n'avez pas encore reçu de paiement, mais vous devez verser de l'argent aux impôts pour enregistrer votre contrat. L'État, mais c'est catastrophique. Comment l'État dit qu'elle va encourager l'entrepreneuriat, l'économie? Mais d'abord, il faut acheter donc l'appel d'offres, c'est des dépenses. Il faut ensuite avoir des cautions qu'on ne donne pas à n'importe qui. Il faut avoir des bilans sur je ne sais pas combien d'années. Là, c'est dans le cadre de la commande publique oui, qui a des conditions draconiennes, selon vous? Oui, elles sont draconiennes et puis ils ne payent pas leurs factures. Ils payent quand? Ils payent sur 6 mois, 1 an. Il y a des gens qui attendent des années des paiements. Comment voulez-vous encourager les entrepreneurs alors que vous ne les payez pas rapidement? Moi, j'ai commencé ma société aux États-Unis. Et je me souviens, on avait un contrat avec une très très grosse, je peux même dire le nom, c'était France Télécom. C'était la filiale de France Télécom qui était aux États-Unis. Et dans leur politique, pour encourager les PME, les paiements étaient immédiats. C'est-à-dire que dès lors qu'on apportait la facture, à la fin du mois, on apportait une facture. Dès lors qu'on apportait la facture, dans la semaine qui suivait, on était payé. Et c'est comme ça, c'est une politique des entreprises, c'est une politique pour toutes les PME. Donc, c'est une culture qui existe dans le monde anglo-saxon. Est-ce que c'est pas tout le monde anglo-saxon, mais effectivement, mais est-ce que les grandes entreprises au Cameroun et
l'État, est-ce qu'ils ont développé cette culture? Est-ce qu'en Afrique, cette Pas du culture-là tout. existe? Mais pas du tout, surtout qu'en France, elle n'existe pas pas non plus. D'ailleurs, les Français ont dû passer une loi pour obliger les entreprises à payer, je crois, dans les 90 jours. C'est pas positif, c'est-à-dire que c'est une contrainte. On dit que vous êtes obligé de le faire. C'est pas parce qu'ils ne reconnaissent pas que l'importance de le faire. Mais vous payez rapidement, l'entrepreneur, il va payer ses employés rapidement. Eux vont dépenser de l'argent. Et ça va, c'est comme ça qu'on bâtit une économie. On ne bâtit pas une économie en disant que bon, quelle est la dernière minute légale que j'ai pour payer cet entrepreneur. C'est pas l'état d'esprit qui va développer ce continent. Justement, quelle est la place accordée à l'économie numérique dans les stratégies gouvernementales des différents pays en Afrique subsaharienne? Quelle analyse comparative faites-vous de la place accordée à l'économie numérique? Je pense qu'il y a beaucoup de discours, encore une fois, et qu'il y a certaines personnes et certains pays qui reconnaissent l'importance que le numérique peut apporter au développement de leur pays. Mais je vais dire qu'avec tous les discours qu'on a entendus et du chef de l'État ici au Cameroun, il y a peut-être une petite volonté au niveau de l'État, mais elle se traduit mal, parce qu'on ne peut pas parler d'économie numérique et couper l'Internet. C'est pas possible. C'est complètement incompatible. On ne peut pas. L'Internet est l'oxygène de l'économie numérique. Et donc, vous coupez l'Internet, vous coupez l'oxygène, vous coupez cette économie numérique. Et vous savez qu'au Cameroun... Et comment ces startups que vous encadrez, comment ces entreprises, ces jeunes entreprises, ont-elles vécu cette période-là? Écoutez, vous savez que Boya a toujours été l'épicentre de l'économie numérique du Cameroun. Et je ne sais même pas si les dirigeants en sont conscients. Ça fait des années et des années et des années. Nous, Active Spaces, donc l'incubateur de Boya, est ouvert depuis 2010, 2009, fin 2009, début 2010. Et il y a de nombreuses startups qui ont démarré à partir de ce qu'on appelle aujourd'hui Silicon Mountain. Imaginez, on vous coupe l'Internet. On vous coupe l'Internet et on vous fait des discours sur l'économie numérique. Mais j'ai dit, mais ils pensent à quoi? Je veux dire que si on veut améliorer l'économie numérique, il faut baisser, il faut que on ait plus accès à l'Internet. C'est-à-dire que les prix baissent. Et ça, il y a déjà plusieurs opérateurs. Il y a des opérateurs, mais est-ce que ça change? C'est centralisé. C'est-à-dire que c'est le monopole de la fibre optique. Elle est tenue par Camtel. Et Camtel revend donc aux autres opérateurs téléphoniques cet accès. Mais je pense que si l'État voulait faire quelque chose, il peut faire une subventionner le coût de l'Internet pour que pour les opérateurs et pour les autres, le prix baisse et plus de personnes puissent y accéder et que ce soit moins cher. Parce que c'est une dépense importante dans une entreprise numérique, c'est le coût de l'Internet. Et donc c'est extrêmement important parce que c'est une économie d'exportation. D'accord? Donc, on développe des applications. Quand vous avez une application mobile sur votre téléphone mobile, vous ne savez pas d'où elle vient, vous ne savez pas qui l'a développée, vous ne savez pas dans quel pays. Mais l'entrepreneur qui a développé, la start-up qui a développé cette application, elle gagne de l'argent. Et donc, ces entrepreneurs gagnent de l'argent en travaillant de Boya, en travaillant de Douala, avec des clients dans le monde entier. Mais vous les coupez de leurs clients. Et vous leur dites que non, on va vous augmenter les prix, on va vous rendre la vie plus difficile pour contacter vos clients. Et donc je pense que ça c'est important, c'est-à-dire qu'une subvention du coût de l'Internet pour qu'à la fin les utilisateurs payent moins et aient plus accès, ce serait une politique importante. Mais la stratégie du gouvernement était la multiplication des opérateurs de télécommunications pour que le jeu de la concurrence ait un impact sur le prix final à la consommation. Avez-vous le sentiment que cet objectif a été atteint? Non, pas du tout. Parce que je pense qu'on n'a pas vraiment de concurrence. Il y a MTN, il y a Orange. On ne peut pas parler réellement de concurrence. Surtout que le prix est fixé par Camtel. C'est-à-dire que le prix est fixé par l'État.
Et donc, c'est peut-être la valeur ajoutée, c'est d'autres services que sur lesquels ils peuvent être concurrents. Mais tant que le prix à la base est aussi cher que celui-là pour les opérateurs eux-mêmes, c'est-à-dire que pour les telcos elles-mêmes, elles payent très cher pour l'accès à la fibre optique. Et donc, c'est ça qu'il faut baisser. Parce que, imaginez, aujourd'hui, le voice, la voix n'est pas aussi rentable qu'il y a 10 ans pour ces opérateurs. Donc, c'est là où ils peuvent gagner de l'argent. On doit encourager et on doit aider même les MTN et les Orange, c'est des grandes entreprises, à gagner de l'argent. Parce que ça fait partie de l'économie numérique. Et donc, si on décide que non, on va mettre le prix de l'Internet tellement cher et que eux, pour revendre et gagner de l'argent, ils vont aussi être obligés de faire un peu plus cher. À la fin, on se retrouve avec une économie qui ne bouge pas, qui n'évolue pas. Alors justement, l'Internet, dont le taux de pénétration reste assez encore faible, en Afrique subsaharienne. Oui. Est-ce que ça aussi c'est un problème pour le développement de cette nouvelle économie numérique? Oui, et je pense que l'une des solutions, c'est justement de baisser les prix et d'arrêter de couper. Vous ne pouvez pas couper et les réseaux sociaux et l'Internet, et c'est pas seulement au Cameroun, c'est dans d'autres pays. C'est-à-dire que le Cameroun était particulier dans le cadre où ils avaient coupé complètement l'Internet. Mais couper les réseaux sociaux, c'est assez courant sur le continent, et ce n'est pas une solution, ce n'est pas du tout une solution, vu que pour contacter leurs clients qui sont à l'extérieur, c'est par les réseaux sociaux. Pour se faire connaître par leurs clients, c'est par les réseaux sociaux. Justement, donc, Rebecca, oui, il y a l'épineuse question du financement de ces jeunes entrepreneurs sur le continent africain. Il y a un système d'Angels Network que vous avez soutenu, mais cela reste des initiatives qui sont encore très peu existantes sur le continent. Comment ce problème de financement impacte-t-il sur le développement de l'entrepreneuriat jeune? Ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, pour l'instant, la plupart des financements sur le continent africain dans le numérique, et c'est des centaines et des centaines de millions de dollars quand même, viennent de l'extérieur. Donc c'est des investisseurs qui viennent de l'extérieur, qui identifient des projets qu'ils veulent financer et les financent. Et le plus souvent, ils vont financer des personnes qui leur ressemblent, donc qui viennent de l'étranger aussi, mais qui se sont installées en Afrique. Donc, pour bâtir une vraie économie numérique, il faut bâtir tout l'écosystème. Donc, on a commencé avec les centres d'innovation, et il y a 6 ou 7 ans, on en avait 10 sur le continent. Aujourd'hui, on en a plus de 300. Donc ça s'est développé. Et donc dans ces centres d'innovation, c'est des jeunes entrepreneurs, des startups. On essaye de les aider, de les encadrer pour le développement de leur entreprise. Et à la fin, ils ont un projet qui est fiable, dans lequel quelqu'un peut investir. Or, il n'y a personne localement pour investir. Donc on ne va pas aller dans les banques parce que les banques ne regardent pas les startups. C'est pas des projets qu'ils peuvent financer. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait ce qui se passe dans le reste du monde, c'est qu'on a créé ce qu'on appelle, au Cameroun, on a créé Cameroon Angels Network. Donc, c'est des jeunes, c'est des personnes qui veulent soutenir financièrement ces startups, mais c'est pas de la charité. C'est-à-dire que c'est un investissement. Parce qu'on veut prendre des participations dans la société, ou ça dépend de comment c'est fait, mais c'est vraiment pour les soutenir financièrement, en espérant que d'autres investisseurs viendront après, reprendre nos parts, et donc nous on aura gagné de l'argent, et puis on pourra remettre dans d'autres startups. Et donc en 2014, on a aussi développé sur le continent une organisation qui s'appelle African Business Angels Network, dont le but est d'encourager et d'aider la création de réseaux de business angels à travers le continent. On a commencé, on avait encore une fois des réseaux de business angels, il y en avait peut-être 10. On a fait le bilan, on était à Cape Town il y a 2 semaines, en Afrique du Sud.
Et on a fait le bilan, on a une cinquantaine maintenant de réseaux de Business Angels. Justement, donc, à côté de ces initiatives privées, il y a plein d'institutions financières africaines sur le continent. Comment comprendre que cette économie numérique dont le potentiel est avéré, dont l'émulation se voit sur le continent, n'intéresse pas toujours ces institutions financières africaines qui pourraient se tourner vers ces jeunes start-upers, vers cette économie numérique, vers cet entrepreneuriat jeune? Je pense qu'il y a quand même un début de volonté. Je vais dire qu'il y a la volonté. Il y a des organismes, par exemple la Banque africaine de développement, en collaboration avec des organismes en Europe, est en train de faire ce qu'on appelle Boost Africa, qui est un fonds d'investissement pour les jeunes entrepreneurs. Mais c'est encore embryonnaire et ce n'est pas encore développé. On ne sait pas encore comment ça va se passer. Mais c'est un début. Justement, quel est votre souhait pour que cet entrepreneuriat jeune et ce leadership jeune façonnent une nouvelle Afrique? Quelles doivent être les priorités? La priorité, je pense, c'est trouver des mécanismes d'encadrement pour ces jeunes entrepreneurs. Nous, on a ouvert des incubateurs pour le numérique, des incubateurs pour d'autres domaines seront très intéressants. C'est tout un encadrement, c'est-à-dire que ce soit le marketing, la finance, le leadership, il y a plein d'encadreurs, des coachs qui les assistent, qui les soutiennent, qui les aident à développer, de prendre l'idée et créer justement une entreprise avec. Et à la fin de cela, une rencontre avec des investisseurs, organiser ça. La Banque mondiale cette année a créé ce qu'on appelle un accélérateur, qui s'appelle Excel Africa, où ils ont choisi des entrepreneurs à travers l'Afrique. Ils sont passés par un programme d'accélération, c'est-à-dire toute une formation pour mieux développer leurs entreprises. Et après, ils les ont amenés justement à Cape Town, où tous les investisseurs africains se retrouvaient. Ils ont présenté ces startups. Je pense que ça, c'est une initiative qui est positive. Merci Rebecca Inouchon. Je rappelle que vous êtes l'une des personnalités les plus influentes en Afrique dans le domaine de l'économie numérique et l'entrepreneuriat. Vous êtes à la tête de plusieurs structures qui soutiennent les startups sur le continent africain. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de Tendance économique.